Je pense à elle tous les jours. Je ne suis pas capable de penser au bon moment. Je ne peux penser qu'au mauvais moment et à la peur qu'elle a dû ressentir, et je n'étais pas là pour la tenir et faire disparaître ses peurs. Bienvenue sur Histoire d'un crime. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, sachez que je partage des histoires de crimes, résolues ou non, 2 fois par semaine sur cette chaîne. Si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant, préparez-vous à entrer dans le cœur de cette affaire. Dans la vallée de Fountain, sous le ciel californien, Michelle Lee Cohen a vu le jour le 27 novembre 1973. La vie, comme une rivière, l'a portée vers les terres arides de l'Arizona, où elle a grandi sous la garde attentive de Peggy et Larry McCall, sa mère et son beau-père. Cindy et Christina, ses sœurs aînées, tissaient avec elle les fils d'une enfance partagée. À l'aube de ses 20 ans, Michelle croisa le chemin d'Hudson Anglin. Lorsque Hudson posa la question fatidique, Michelle, le cœur léger, s'empressa de dire oui. L'année 1904-15 se clôtura sur les notes joyeuses de leur union, célébrées dans la chaleur des sourires de leurs proches. Ils rêvaient ensemble de voyages lointains et de jours heureux, mais le destin, parfois cruel, vint assombrir leur lune de miel. 4 mois après leur mariage, un voile sombre tomba sur la vie de Michelle. Peggy, sa mère, femme d'affaires et agent immobilier, avait ouvert à Michelle les portes de ce monde de briques et de contrats. L'Association des agents immobiliers de l'Arizona ne prônait aucune mesure de sécurité stricte, mais les conseils avisés ne manquaient pas pour ceux qui s'aventuraient sur ce terrain. Michelle, toujours en contact avec ses proches grâce à son téléphone de travail, ne laissait jamais le silence s'installer. Un pagé, fidèle compagnon, l'accompagnait lorsqu'elle dévoilait les demeures à ses clients. Pourtant, le 9 février 1996, un silence inquiétant s'installa. Michelle, d'ordinaire si prévenante, ne répondait plus. Le métier d'agent immobilier, souvent sous-estimé, cache des dangers insoupçonnés. Les prédateurs, attirés par la solitude de ces professionnels, guettent dans l'ombre des maisons vides. Les anciens du métier connaissent bien ces risques, ces rencontres qui peuvent virer au cauchemar. Les règles sont claires. Ne jamais tourner le dos à l'acheteur, rester près de la sortie, fuir au moindre doute. C'est armé de ces conseils que Michelle affrontait chaque jour son travail. Mais ce jour-là, l'inquiétude gagna sa famille, incapable de la joindre. Cindy, sa sœur, alerta son compagnon, officier de police à Phoenix, qui se rendit sur le lieu de travail de Michelle. Sa voiture, solitaire sur le parking, ne révélait rien d'anormal. Il pensa alors que Michelle était simplement occupée au bureau, ignorant que derrière les murs silencieux, une histoire bien plus sombre se jouait. Ce jour-là, le bureau de Michelle était un tableau de mystère, les lumières tamisées et la musique flottant dans l'air comme un présage. Le petit ami de Cindy, poussé par l'inquiétude, découvrit un lieu abandonné où le sac à main et le beeper de Michelle gisaient, témoins silencieux d'une précipitation inexpliquée. La voiture de Michelle, immobile sur le parking, semblait attendre en vain le retour de sa propriétaire. La soirée tomba, et avec elle, l'angoisse s'installa. La famille de Michelle, confrontée à son absence inaccoutumée, alerta les autorités. Michelle avait des projets ce jour-là, des maisons à présenter, des rêves à construire pour des acheteurs potentiels. Peut-être avait-elle choisi de marcher, les maisons n'étant qu'à quelques pas de son bureau. Les officiers arrivèrent. Scrutant chaque recoin d'une des maisons témoins que Michelle avait à présenter ce jour-là, dans l'une d'elles, 3 boutons roses, égarés dans un placard, murmuraient une histoire inachevée. 2 bougies renversées dans la salle de bain principale semblaient figées dans une danse interrompue. Le lien entre les boutons et Michelle restait incertain. Une recherche plus minutieuse débuta, une quête pour retrouver Michelle. Le cœur lourd, ils découvrirent finalement Michelle Anglin. Son corps inanimé dissimulé sous le lit principal, une scène qui défiait toute compréhension.
Dans le silence de la maison témoin, les preuves d'une lutte acharnée se dessinaient avec une clarté sombre. Les boutons éparpillés, le fluide séminal présent, les bougies dans la salle de bain, les chandeliers brisés, des vêtements éparpillés, et des copeaux de peinture et de céramique dispersés témoignaient de l'ampleur du combat. L'autopsie ne révéla aucun signe de violence intime, mais les marques sur son cou parlaient d'une résistance farouche, d'une volonté de survivre face à l'impensable. Les vêtements de Michel, noués et entrelacés, racontaient la brutalité de l'assaut, arraché de son corps par la force. Les écorchures et les ecchymoses sur sa peau, les blessures à ses mains et poignets, parlaient d'une résistance désespérée, d'une lutte pour la survie. Michel, dans ses derniers instants, avait lutté avec la force d'une lionne, laissant derrière elle les preuves d'une tragédie qui briserait le cœur de tous ceux qui la connaissaient. « Je pense à elle tous les jours. » confie Peggy Cohen-McCall, la voix brisée par le chagrin. « Je ne suis pas capable de penser au bon moment. Je ne peux penser qu'au mauvais moment et à la peur qu'elle a dû ressentir, et je n'étais pas là pour la tenir et faire disparaître ses peurs. » dit-elle, le cœur lourd de remords. Après la mort tragique de sa fille, Peggy révèle qu'elle a été licenciée pour avoir osé parler des dangers que les femmes encourent en travaillant seules dans les maisons ouvertes et les maisons modèles. Hudson Anglin, le mari de Michel, fut le premier à être scruté par les yeux inquisiteurs de la police. C'est une démarche prévisible, car les enquêteurs sondent toujours en premier lieu l'entourage immédiat. Cependant, la famille de Michel ne pouvait concevoir que Hudson, avec qui elle avait partagé 4 mois de mariage heureux, puisse être l'auteur d'un tel acte. Les enquêteurs ont confronté Hudson à la réalité brutale de la perte. Il semblait sincèrement anéanti, un homme submergé par le deuil. Il leur a narré sa journée, ses visites chez les concessionnaires à la recherche d'une voiture. Son alibi vérifié et confirmé le disculpa aux yeux de la loi. Hudson, écarté de la liste des suspects, ne pouvait que conjecturer sur l'identité de l'agresseur. Peut-être était-ce un étranger, un client potentiel venu sous le faux prétexte de voir une maison. La police a enquêté sur les registres de téléphone mobile de Michel et a découvert que le 9 février, entre 15h45 et 16h15, Michel était au téléphone avec un autre agent de vente et elle a dit qu'elle devait partir parce qu'un acheteur potentiel venait d'arriver dans son lotissement. Les appels de retour de l'agent à Michel entre 16h30 et 17h sont restés sans réponse. Les enquêteurs savaient approximativement quand Michel avait été attaqué, mais l'identité de l'homme à qui elle devait montrer les maisons restait un mystère. Ni dans les conversations téléphoniques, ni dans ses notes professionnelles, Michel n'avait laissé de traces du nom de cet acheteur potentiel. Sans piste immédiate, la police s'est lancée dans la quête de témoins. Dans le voisinage où le drame s'était joué, un résident rentrant chez lui a évoqué la vision d'un homme blanc quittant l'une des maisons à vendre et d'un vieux pick-up Chevrolet noir, immatriculé en Californie, stationné non loin. D'autres visiteurs du lotissement se souvenaient d'un homme quittant les lieux et de bougies renversées dans la salle de bain d'une des maisons modèles. L'appel à témoins lancé par la police dans les médias a porté ses fruits. Kim Ramos, une jeune associée de vente immobilière, a apporté un témoignage crucial. Elle avait rencontré le jour même de la découverte du corps de Michel un homme au volant d'un pick-up Chevrolet noir. L'homme, intéressé par une maison dont le prix ne correspondait pas à son apparente situation financière, avait attiré son attention. Malgré une méfiance instinctive, Kim avait suivi l'homme dans une maison pour répondre à ses questions, jugées peu pertinentes par la suite. Et, fait déterminant, il avait écrit son nom, adresse et numéro de téléphone sur la carte d'enregistrement des visiteurs. Son nom était James Van Adams. Arrivés à l'adresse indiquée, les policiers ont découvert le fameux pick-up, confirmant ainsi un lien potentiel avec l'affaire. James Van Adams, absent, était désormais au cœur de l'enquête. Les photos du véhicule, montrées à Kim, ont scellé une connexion entre l'homme suspect et le drame de Michel. Lorsque les enquêteurs ont vérifié la biographie de Adams, ils ont été assez surpris. Il était marié et avait un enfant, mais lui et sa femme étaient actuellement séparés. Son passé révélait une condamnation pour un crime commis en Californie en 1990. Melissa Cunningham, une jeune femme menue, travaillait seule dans un complexe d'appartements lorsque Adams l'a abordée.
Il a exprimé un intérêt pour une maison modèle à 2 étages, l'attirant dans un piège sous prétexte de visiter la chambre principale. L'agression qui a suivi a été interrompue par la fuite courageuse de Melissa, qui a pu noter la plaque d'immatriculation du véhicule d'Adams menant à son arrestation immédiate. Malgré la gravité de son acte, Adams n'a purgé que 2 ans de prison. Lorsque les enquêteurs ont confronté Adams avec un mandat de perquisition et d'arrestation, ils ont découvert un homme nerveux portant des blessures récentes sur le visage. Ces marques pouvaient correspondre aux blessures que Michelle aurait infligées à son agresseur en se défendant avec les chandeliers. Des échantillons d'ADN, de sang et de cheveux ont été prélevés pour l'enquête. Kim Ramos, qui avait rencontré Adams peu de temps avant la découverte tragique de Michelle, a confirmé qu'il n'avait aucune blessure lors de leur rencontre. Adams a tenté de justifier ses blessures par un accident survenu en travaillant sur son pick-up, mais son alibi s'est effondré lorsque son employeur et un collègue ont témoigné qu'il avait quitté le travail le 9 février, prétendant être malade, et qu'il est réapparu avec des blessures les jours précédents. Les pièces du puzzle s'assemblaient, formant un tableau accablant pour James Van Adams, désormais au centre de cette tragédie. Le laboratoire de criminalistique de Phoenix et le laboratoire du département de la sécurité publique ont effectué des tests d'ADN sur l'échantillon de tapis. Bien que les résultats initiaux aient exclu Adams en tant que contributeur, la retest de l'échantillon par le laboratoire de criminalistique a produit des résultats contradictoires. Des tests supplémentaires effectués par le DPS ont vérifié ce dernier résultat. Bien que la police ait effectué une prise d'empreintes digitales et de pieds de la maison modèle, aucune des empreintes trouvées ne correspondait à celle d'Adams. Accusé d'avoir pris la vie de Michelle, Adams a nié son implication dans le crime. Le procès de James Van Adams, ouvert le 1er juillet 1997, fut le théâtre d'une lutte acharnée pour la justice. Les procureurs, armés de preuves accablantes, ont peint le portrait d'un homme dont la culpabilité semblait évidente dans la tragique disparition de Michelle. Kim Ramos, témoin clé de l'accusation, a apporté son témoignage, soulignant l'incohérence entre son apparence, son véhicule et les questions qu'il posait, jugées absurdes. L'État a mis en lumière les interactions passées d'Adams avec d'autres agents immobiliers, révélant un schéma de comportement troublant. Susan Wright, employée chez Homes by Dave Brown, a partagé ses rencontres inquiétantes avec Adams, qui se tenait trop près et posait peu de questions sur les propriétés. Ses visites répétées et ses appels insistants pour des rendez-vous ont renforcé les soupçons. Les témoignages de Susan Wright, Kim Ramos et Melissa Cunningham ont dépeint Adams comme un prédateur, choisissant ses victimes parmi des femmes travaillant seules, capables de lui montrer des maisons sans témoins. Les preuves recueillies près du corps de Michelle ont conduit le procureur à conclure qu'Adams avait utilisé la même approche avec elle. Dans les cas de Michelle et Melissa Cunningham, Adams a employé une méthode brutale, enlaçant leur cou de son bras droit, arrachant leurs vêtements dans une tentative de satisfaction personnelle. Le procès a mis en lumière les dangers auxquels sont confrontées les femmes dans le secteur immobilier et a servi de sombre rappel des risques du métier. Le procès de Adams s'est déroulé sous le poids d'une douleur palpable, la famille de Michelle assistant à chaque moment avec une angoisse déchirante. La salle d'audience, emplie de l'atmosphère lourde des émotions, a été le théâtre d'une scène lorsque Peggy Cohen-McCall, submergée par le chagrin, a été retirée par le juge pour ses cris de désespoir envers Adams. Adams, quant à lui, affichait un sourire sur son visage à la vue de leur douleur. Mais cette façade de confiance s'est effritée. Son sourire s'est dissipé, remplacé par la gravité de la situation, lorsque le jury a prononcé le verdict. Coupable sur tous les chefs d'accusation, le jugement a résonné comme un écho de justice. Le 14 juillet 1997, le tribunal l'a condamné à mort. Adams a utilisé toutes les tentatives légales pour faire appel du verdict. Toutes les tentatives de James Van Adams pour faire appel de la peine de mort ont été infructueuses. C'est peut-être pourquoi il a décidé de quitter volontairement ce monde. Le 14 mars 2005, il a été retrouvé mort dans sa cellule de prison et les médecins n'ont pas pu le réanimer. La famille de Michelle était ravie lorsqu'elle a entendu la nouvelle.
Je veux que tout le monde lève son verre à Michel ce soir en son honneur. Je suis extatique, c'est un bon jour, a déclaré la mère de Michel. Le mari de Michel, Hudson, est décédé en 2002 à l'âge de 29 ans. Sa mort n'était pas de nature criminelle. Mes chers amis, nous voici arrivés à la fin de notre récit. J'aimerais connaître vos pensées sur cette affaire. N'hésitez pas de partager votre avis en commentaire. Et pour d'autres histoires captivantes de crimes réels, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne. Merci.